Bonjour à tous et bienvenue chez les experts. Une heure durant, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine écoulée. On va parler de la saga CETA, bien sûr, la saga des étudiants en médecine et les parkings. Nous accueillerons 2 invités politiques et 4 experts. Et je vais commencer tout de suite par celle qui teste les produits. Elle en achète parfois. Elle est la porte-parole de Testachat. Bonjour Julie Frère. Bonjour. Il dissèque la communication des plus grands. Il dirige l'agence Ketchum. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour. Elle analyse l'histoire et la vie actuelle. Elle est psychanalyste et historienne. Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Et il a un avis sur tout, et il a surtout un avis. Il s'enguirlande sur les réseaux. C'est notre chroniqueur-blogueur Marcel Sel. Bonjour. Bonjour. Alors c'était donc une vraie saga, un suspense haletant et finalement un accord au bout de la semaine. Après avoir empêché la tenue du sommet Europe-Canada jeudi, les Belges se sont mis d'accord sur une position commune. Quoi de neuf par rapport au traité prévu? L'éclairage de Michel Guéhière. Commençons par la clause de sauvegarde. C'est la garantie pour n'importe quelle entité que si à un moment donné, elle veut sortir du CETA, de cette zone de libre-échange entre la Belgique, l'Union européenne en fait, et le Canada, eh bien elle pourra le faire. Mais attention, par voie de conséquence, alors si une entité se retire, tout le pays, toute la Belgique devra se retirer également. Ça pourrait encore une fois faire des discussions à l'avenir. Deuxième avancée, l'ICS, c'est ce que certains appelaient les tribunaux privés, un mécanisme pour trancher les litiges entre des investisseurs et les États. Eh bien, cet ICS répondra à plusieurs règles. D'abord, son mécanisme sera approuvé par la Cour européenne de justice pour vérifier qu'il n'y ait pas d'opposition avec les traités européens. Deuxièmement, les juges qui en seront membres devront répondre à certaines règles de déontologie. C'était une demande des Belges francophones et notamment l'interdiction d'exercer certaines professions par la suite. Et puis troisièmement, ce mécanisme de litige sera accessible et même financé pour les PME. Imaginez une petite entreprise bruxelloise qui se sentirait lésée par la concurrence canadienne. Elle pourrait y faire appel et serait financée dans son recours juridique forcément payant. Troisième avancée, et ça c'était un point qui importait beaucoup pour Bruxelles, c'est l'aide aux personnes. L'article 13 qui concerne les services financiers incluait une série de services qui chez nous sont exercés par les entreprises de travail adapté, par les entreprises qui font du soin à domicile ou les soins de santé en général. Eh bien, tous ces services-là sont retirés des services financiers. Ils ne devront pas non plus faire face à une concurrence du Canada. Troisième avancée, ça nous concerne moins à Bruxelles, mais c'était important pour les Wallons, c'est la protection des agriculteurs. Oui, ils feront face à la concurrence du Canada, mais si la Belgique ou une entité fédérée constate une concurrence à un moment donné trop importante ou un déséquilibre, des compensations financières seront possibles. Alors Julie Frère, votre avis d'experte consommatrice sur cette saga CETA? Alors écoutez, nous, on a, comme vous le savez, appelé à manifester lors de la grande manifestation. C'est très très rare dans l'histoire de Testachat de manifester premièrement et d'appeler à manifester encore plus. Il y a certaines préoccupations fondamentales que nous avions. Premièrement, par rapport à la méthode qui a été adoptée, donc le caractère très opaque des négociations, le fait que la société civile n'était impliquée que de manière très tardive, et ensuite par rapport à toute une série d'occasions manquées pour les consommateurs. Par exemple, ne pas traiter les pratiques de géoblocage, ne pas supprimer les tarifs de roaming, ne pas faciliter l'achat en ligne, etc. Et puis fondamentalement, pour nous, la ligne rouge, c'était le système d'arbitrage qui avait déjà été profondément revu, mais qui reste problématique tant que pour nous, ce ne sont pas des juges à part entière. Nous voulons vraiment un système où c'est une vraie juridiction avec des juges à plein temps qui ne font que ça et qui offrent donc toutes les garanties d'indépendance qui sont nécessaires. Et donc ici, ce qui est extrêmement important pour nous dans ce qui s'est passé, c'est que de un, on a dit que la Belgique ne ratifierait pas le CETA si le système d'arbitrage restait tel qu'il est prévu aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois, on va finalement demander l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission ne l'avait pas fait. Il n'y a pas eu de majorité au Parlement européen pour déposer une résolution en ce sens et aucun État n'a accepté de le faire jusqu'à présent. Et donc ici, je pense que cet avis sera vraiment crucial pour ce traité-là, mais également pour les traités futurs. Et donc, pour nous, certainement, il y a une avancée par rapport à des points qui étaient très problématiques. Donc, plutôt positif. Christophe Ginisti? Ce qui est intéressant dans cette séquence en termes de communication, c'est que finalement, on a fait connaissance avec le traité ou le contenu du traité au moment où il y a eu ce blocage. Avant, on ne le connaissait pas. Et en fait, ce blocage a eu une vertu fondamentale en termes de communication, c'est qu'il a cristallisé des passions et que du coup, les gens ont lancé le contenu. C'est-à-dire qu'on a eu la connaissance du contenu uniquement
parce qu'il y a eu ce blocage. Alors après, on peut être pour, contre, peu importe. Mais ce qui est important en termes de communication et de visibilité, c'est de s'apercevoir que finalement, ce blocage a eu un effet extrêmement positif dans l'information du public. Sylvie Losbert? Oui, effectivement. La question aussi qui se posait en fait au départ entre pour le libre-échange ou le protectionnisme, elle a été dépassée par ce qui est maintenant sur la table, c'est-à-dire vraiment une discussion sur ce qui est en jeu. Et personnellement, la question de l'aide aux personnes, ça m'a beaucoup inquiétée. Le fait qu'on était finalement dans un traité commercial, mais qui touchait à des normes, les normes de santé, les normes environnementales et la question de l'aide aux personnes. Et on voit que là, ça a été pris en compte, donc c'est une bonne chose. Oui. Alors, Marcel Sel, vous qui étiez plutôt un procétat sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes aussi satisfait et optimiste? Procétat, c'est pas le terme. En fait, ce que je pense, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, c'est plus sur la façon dont ça s'est articulé, et je ne suis pas du tout d'accord avec Christophe, notamment, c'est que on n'a absolument pas informé les gens, on les a totalement désinformés, et moi, ce qui m'a frappé, c'est que chaque fois que je vérifiais un point, je me rendais compte que c'était juste faux. Et donc, il y a des tonnes, et de la désinformation continue, d'ailleurs, aujourd'hui, le public n'a pas été dûment informé de ce qu'était réellement le CETA, ni de ses implications. On a fait, par exemple, du Canada une espèce d'énorme monstre qui allait nous envahir. Eh bien, j'ai une nouvelle pour tout le monde, c'est que, par exemple, l'ICS, donc ce tribunal soi-disant privé, qui n'est déjà pas, puisque déjà aujourd'hui, il était prévu que les arbitres ne fassent que ça pendant 5 ans, et peut-être, et puis encore 5 ans après, enfin oui, mais il y a une déontologie chez les avocats. Oui, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. On voit Barroso, il avait une fonction, il a quand même juste après été voir Goldman Sachs, donc ça ne garantit pas grand-chose. Et donc finalement, il y a une chose qu'on a totalement, et je termine, il y a une chose qu'on a totalement oubliée, c'est un accord comme ça protégeait aussi nos PME au Canada. Maintenant, avec les changements qui ont eu, il va peut-être pas avoir lieu. Alors, est-ce que c'était la peine de désinformer à ce point-là pour obtenir quelques avancées qui sont franchement mineures, à mon avis? Eh bien, on va demander l'avis de nos deux invités politiques là-dessus, mineurs, majeurs, avancés ou pas. On va demander à Maria Arena et à Bianca de Batz de nous rejoindre. Alors, Bianca de Batz est secrétaire d'État au sein du gouvernement régional bruxellois, les CDNV, et Maria Arena est députée européenne PS. Donc, bienvenue à toutes les deux. Et je vais tout de suite vous demander, on va commencer par vous, Maria Arena. Alors, êtes-vous satisfaite? Enfin, en tout cas, votre parti a l'air très satisfaite. Vous, en tant que députée européenne, est-ce que vous êtes également satisfaite des résultats de toutes ces négociations? Moi, je suis assez fière que les Wallons, les francophones en tout cas, aient pris cet outil démocratique pour pouvoir essayer d'avoir moins de toxicité dans un accord tel que celui-là. Et donc, oui, je suis satisfaite du résultat parce qu'on était prête à aller de l'avant avec un dispositif qui avait à l'intérieur des éléments assez toxiques. Et donc, le fait que le débat ait eu lieu, c'est déjà une première satisfaction, parce que la plupart du temps, on essaye de retirer le débat quand il s'agit de commerce, et je pense que c'est une victoire d'avoir eu autant de personnes mobilisées, intéressées, faire le débat, donc c'est une première victoire. C'est difficile de parler de commerce, parce que tout le monde dit que c'est technique, en fait, c'est pas si technique que ça, c'est très politique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a réussi, nous, francophones de Belgique, à obtenir des modifications qui sont des modifications qui ne sont pas mineures, je dirais, et plus particulièrement en ce qui concerne les tribunaux privés. Et vous, Bianca de Batz, qu'en pensez-vous? Est-ce que les avancées sont... est-ce que les changements sont mineurs ou majeurs, d'après vous? Mais je suis surtout très soulagée, mon parti CDNV aussi est très contente qu'on a quand même réussi à trouver un accord, puisque n'oublions pas que la Belgique est quand même tournée vers l'exportation. Qui dit exportation dit bien sûr production, et qui dit production dit création d'emplois. Et donc soulagée aussi qu'on ait pu trouver une
une solution, puisque si on avait continué à bloquer ce dossier, je pense que pour l'image de la Belgique, et surtout pour Bruxelles, mais je pense qu'on en revient plus tard, ça aurait été catastrophique. À propos du Parlement européen, Maria-Arena, est-ce que ce n'est pas un échec du Parlement européen de ne pas être arrivé à avoir obtenu des choses que la petite francophonie de Belgique est arrivée à obtenir? Alors il faut savoir, et je pense que la plupart des gens ne comprennent pas cela, aujourd'hui le Parlement européen en ce qui concerne le CETA n'a pas encore été interrogé sur le CETA. Et donc aujourd'hui le Parlement européen ne fait pas partie de la discussion officiellement du CETA. Le mécanisme, c'est quoi? C'est les États membres qui donnent un mandat, enfin c'est la Commission qui propose un mandat aux États membres qu'ils acceptent, et puis ils négocient. Et ce n'est qu'au terme de la négociation, quand les États membres, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, acceptent le terme de la négociation et le contenu de la négociation, que ça revient au Parlement européen uniquement pour pouvoir dire oui ou non. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amendement possible par le Parlement européen. C'est la raison pour laquelle j'ai plaidé, moi, pour que les États membres prennent leurs responsabilités et leurs devoirs. Le problème, c'est qu'au niveau fédéral, cet État membre n'a pas voulu prendre sa responsabilité et son devoir, et donc il a été obligatoire de le faire au niveau des régions et des communautés. Ce qui est dommage. Je trouve qu'il eût été préférable d'avoir un vrai débat national sur la question. Mais je ne sais pas pour quelle raison ce gouvernement, ça fait 1 an qu'on essaye de dire il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, et ils n'ont pas eu la décence de prendre en considération les problèmes qui étaient mis sur la table depuis un certain temps. C'est la faute au gouvernement fédéral, Bianca de Baat? Non, je ne crois pas, parce que je pense qu'on oublie une chose, c'est que déjà dans le gouvernement précédent, les partis qui maintenant ont vraiment freiné cette semaine et les semaines précédentes avaient donné un mandat. Et donc ça, c'était un peu étrange. Mais bon, je veux dire, moi, je suis plutôt orientée vers le futur. On a trouvé une solution, mais c'est vrai qu'on oublie parfois que ces deux partis-là, ils étaient dans le gouvernement fédéral avant et qu'ils avaient donné un mandat pour négocier. C'est pour ça que je revenais sur cette idée du Parlement européen, où tout le monde se trouve finalement, où c'était peut-être un bon endroit pour en discuter. Mais on en discutera. On en discutera au moment où on le votera, et donc on donnera les arguments. La seule chose, c'est qu'on ne pourra dire que oui ou non. Et donc, si on veut l'amender, c'est au niveau des États membres qu'on doit pouvoir le faire. Donc, quand on parle de l'Europe, n'oublions pas que l'Europe, ce n'est pas uniquement un Parlement ou une Commission, c'est aussi des États membres. C'est ce qu'on a vu. Marcel Sel, puis Christophe Ginesti. Oui, en fait, à partir du moment où on commence à négocier, les États membres sont impliqués dans la négociation. Or, au moment de la négociation, le gouvernement belge était dirigé par Elio Di Rupo. Et donc, il ne pouvait pas dire qu'il n'a pas participé à la négociation, et parler de non-transparence dans ces conditions, c'est quand même assez bizarre, non? Je trouve qu'on doit utiliser... Mais est-ce que c'est cohérent? Bien sûr, tant qu'un accord n'est pas signé, il est négociable. Et donc, on doit utiliser toutes les voies de la négociation qui sont en notre pouvoir pour le faire. Et ça fait 7 ans qu'il est négocié, et tous les partis politiques se sont retrouvés au pouvoir pendant cette négociation. Ce qui veut dire mais ça va être ingérable avec 42 parlements qui doivent tous être d'accord. Mais ce qui veut dire que jusqu'à la fin, au moment de la signature, tant qu'on a la possibilité de l'améliorer, eh bien, il faut utiliser toutes les voies possibles et imaginables pour améliorer un dispositif. Je ne suis pas de celles qui déclarent forfait avant le moment où il faut déclarer forfait. Est-ce que vous avez une information sur est-ce que le Canada a accepté les modifications qui sont dans Actuellement, nous ne le savons pas. On ne sait même pas encore si les 27 autres États membres ont accepté les modifications qui ont été revendiquées par les Belges. En tout cas, leurs représentants, ce qu'on appelle le Coreper, les ont acceptés. Christophe Ginesti, une dernière intervention là-dessus? Oui, très rapidement. C'est juste pour faire remarquer que parmi les 28 États membres, aucun n'a sollicité son Parlement. Aucun n'a sollicité son Parlement local. Et qu'en fait, ce qui s'est passé... Non, absolument pas. Il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu des débats. Et en fait, le seul Parlement démocratiquement élu qui s'est saisi de la question, qui a préempté le débat, c'est le Parlement wallon. Et c'est le seul. Et le Parlement francophone aussi. Et le Parlement bruxellois. Et à Bruxelles aussi. Oui. On ne peut pas oublier qu'à Bruxelles aussi, au Parlement, il y a eu un débat. Et d'ailleurs, maintenant, cet après-midi, on réenchaîne le débat. Et donc, vendredi après-midi, parce que là, on a enregistré l'émission pendant cela, mais on est diffusé le samedi. Excusez-moi de vous reprendre là-dessus, Bianca de Baat. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'angle bruxellois, justement, des choses. Et je vous propose de regarder ce que Rudy Verwoerd me disait dans l'interview quand je lui demandais, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas fait comme Paul Magnette? Pourquoi est-ce que vous étiez pas à l'avant? Pourquoi vous étiez au balcon? Voilà sa réponse. Si je devais, moi, me
prendre la place de Paul Magnette, je pense que j'aurai, dans les 5 minutes qui suivent, une crise de majorité au sein du gouvernement bruxellois. C'est évident, puisque le gouvernement n'a pas en tant que tel d'opinion, il est incapable, et c'est logique, puisque nous sommes dans une coalition qui ne le permet pas, et donc ce serait effectivement à ce moment-là une crise de confiance au sein du gouvernement bruxellois. Et donc je l'ai dit depuis le début, que ce soit dans les instances au Parti socialiste, ils le savent très bien, j'ai dit depuis le départ, bien évidemment, Rudy Verwoerd, membre du PS, est sur cette ligne-là, mais comme ministre-président, je ne peux évidemment pas m'exprimer comme le fait Paul Magnette, qui lui, évidemment, est à la tête d'une majorité qui est unie sur la question. Marcel Seyll. Il n'y a pas que Paul Magnette, hein. Il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi avec Rudy Demotte. Donc moi, ça c'est quand même quelque chose qui m'a assez étonné, c'est tout à coup, on projette tout sur la Wallonie. Et les journalistes étrangers ont pris la Wallonie. En Belgique, on a beaucoup dit la Wallonie, la Wallonie, la Wallonie. Et quelque part, connaissant un tout petit peu le travail de Paul Magnette sur le nationalisme, je pense qu'il y avait un côté aussi rendre les Wallons un petit peu plus fiers d'eux, un petit peu plus patriotes et un petit peu plus sexy. Non, mais je pense que Marie Arreda, je n'ai pas dit que c'était la vérité, c'est une opinion. Oui. Et mais donc, effectivement, quelque part, ils ont de la chance parce que le tribun parmi des trois, c'est Paul Magnette. Donc tout amenait vers la Wallonie, mais en réalité, ce sont les francophones et les germanophones qui sont opposés. Alors, avant que vous réagissiez toutes les deux à cela, j'aimerais vous montrer quelques images qui sont intéressantes, parce que pendant les négociations, je crois qu'il y avait eu une espèce de mot d'ordre du côté du PS, Marie Arena, vous le confirmerez ou pas, où on s'est dit, on va prendre les 3 ministres-présidents socialistes, et quand ils iront en négociation au Lambermont, ils arriveront tous ensemble. Voilà, vraiment un front uni, les 2 Rudy. Et voilà, patatras, Rudy Demotte laisse tomber son dossier en plein dans la rue. Rudy Verwoerd l'aide, hein, c'est une question de solidarité entre Rudy. Et Paul Magnette continue, il regarde, il jette un coup d'œil vers l'arrière, il voit qu'ils ne seront pas tous ensemble, pas grave. Lui, il continue tout seul vers les caméras pour parler et pour être la star. Voilà. Alors, Marie Arena, est-ce qu'il y a une stratégie, soit pour mettre en avant Paul Magnette, ou bien c'est Paul Magnette qui a profité de la stratégie? Alors, je ne pense pas que Rudy ait fait exprès de faire tomber ces documents. Je ne pense pas que Paul ait saisi cette occasion, et je ne pense pas qu'il y ait eu une stratégie de mot d'ordre. C'est simplement les 3 gouvernements étaient exactement sur la même ligne, avec le bémol qui a été donné par rapport à Rudy Verwoerd. Mais ils étaient là pour pouvoir exprimer leur point de vue. Qu'il y ait eu le fait que quelqu'un ait perdu ses papiers, qu'il y en ait un qui ait avancé avant, il n'allait pas être à 3 à ramasser les papiers de Rudy Demotte. Et donc je pense que le concours de circonstances se fait de cette manière-là. Puis, non, mais ce qui était organisé, c'était l'arrivée en front commun. Non, je dirais même par rapport à ce qui a été dit sur le spot qui a été mis sur la région Wallonne. Moi, j'ai été auditionnée tant par le Parlement de la région Wallonne que par le Parlement de la communauté française. Madame Malmström, la même chose. Le négociateur... et tout le monde l'a fait. Est-ce que les médias l'ont relayé de la même manière? Je pense qu'il y a eu un focus qui a été fait par les médias sur Paul Magnette. C'est un choix médiatique. Non, je pense qu'il y a eu... Le PS n'a jamais décidé à un moment... Il y a eu un choix médiatique qui a été fait. Je vous dis, ça fait 1 an qu'on en débat, tant au gouvernement et au Parlement bruxellois, communauté française, qu'au niveau de la région wallonne. Et manifestement, ça a plus pris du côté wallon, aussi du côté médiatique. Donc je pense qu'il y a eu des concours de circonstances. Alors, Christophe Génisty. Alors c'est pas du tout un choix des médias. Détrompez-vous, c'est pas du tout un choix des médias. J'ai un peu analysé cette séquence. C'est un choix des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et alors c'est complètement différent, mais les réseaux sociaux entraînent l'attraction médiatique et la captation médiatique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le discours de Magnette, qui explique pourquoi il a besoin de temps, pourquoi il ne ratifiera pas, a été extrêmement partagé sur les réseaux sociaux. Son nom a été cité dans les hashtags de manière massive pendant cette période-là, et du coup, ça a créé un effet de sidération des médias qui se sont dit, tiens, il se passe quelque chose, et cet effet de sidération a fait que les médias ont repris, évidemment, quelque chose qui est populaire. Et ça se produit, ça se produit de manière extrêmement rapidement, et moi j'ai vu des tonnes de commentaires, de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, y compris de gens qui ne sont pas du tout en Belgique, qui se retrouvaient enfin une sorte de héros,
C'est bon de savoir que par le verbe, quelqu'un peut émerger. Et sans donc, note, c'est un discours. sans note visiblement, et par l'image, et par le partage de la vidéo, et la puissance virale d'une vidéo. Très bien. Je voudrais juste montrer une, c'était la une de Libération, où on voyait donc... Et Bianca de base, quand vous voyez cette une qui fait allusion à Astérix et Obélix, à montrer ce petit village gaulois qui résiste la Wallonie, vous dites, c'est quand même bizarre effectivement ce qui s'est passé avec Bruxelles, où vous n'en parliez jamais en gouvernement bruxellois de ce CETA. Bien sûr que si, bien sûr que si. Premièrement, l'entente, ne vous inquiétez pas, au gouvernement bruxellois est excellente. Oui. Mais c'est vrai que, comme le ministre-président a souligné, le ministre-président doit être au-dessus des clivages politiques qu'il peut y avoir au sein de son gouvernement. Puisque nous sommes confrontés à une particularité à Bruxelles, c'est que nous nous trouvons avec des partis dans la majorité qui sont dans l'opposition dans d'autres gouvernements. Ça, nous le savons. Et je pense qu'il a été très sage que personne n'a trouvé nécessaire de faire des grandes déclarations dans la presse. On aurait pu aussi, Rudy aurait pu, j'aurais pu aussi en tant que CDNV. On ne l'a pas fait. On a préféré travailler en silence. Bien sûr que si, qu'on a eu des débats au sein du gouvernement, d'ailleurs aussi au Parlement, comme je viens de souligner, et on a trouvé un accord, et je pense que parfois il vaut mieux travailler en silence et avancer que faire des grandes déclarations dans la presse et de ne pas avancer du tout. Sylvie Losberg, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que tout ça, c'est peut-être aussi de la cuisine interne, voilà, on travaille en silence, mais ça a quand même un effet tout à fait important dans la population. On a vu une forme d'adhésion à ce discours. Il y a eu vraiment, je pense, quelque chose qui a changé dans le rapport du citoyen. On avait l'impression que c'était le pot de terre contre le pot de fer, et tout à coup, voilà, le petit David contre Goliath. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose finalement pour la population, parce qu'il y a une méfiance, on le sait, par rapport au pouvoir public, il y a une méfiance par rapport à l'Europe. Et ici, c'est comme si finalement, à travers Paul Magnette, les gens avaient été écoutés. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est peut-être un peu différent. Voilà, oui, mais moi, je parle vraiment sur le plan de la psychologie collective, et je crois que c'est quelque chose qui restera certainement. Oui. Julie Frère. Je voulais simplement souligner qu'il y a vraiment eu un travail incroyable de la société civile aussi, notamment Michel Sermac de CNCD, vous aviez invité ici aussi à discuter de ça. Il y a vraiment eu, de la part de la société civile, un souci de se saisir du dossier, d'aller voir les parlementaires, de leur expliquer la société civile a poussé les consommateurs, la santé, l'environnement. Et on n'a jamais eu une coalition aussi large qui regroupait tant d'organisations pour vraiment faire part des différentes préoccupations. Et c'est ça qui est beau pour moi dans ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il y a eu une écoute et il y a certaines craintes qui ont été rencontrées, et donc c'est un message positif par rapport au prochain traité qu'on sera amené à négocier. Donc, pour les politiques et pour l'Europe. Maria Arena, est-ce que Paul Magnette est le nouveau patron du PS? Alors Paul Magnette, en tout cas, a fait preuve de beaucoup de courage. Et je pense qu'aujourd'hui, en politique, c'est ce qu'on attend des responsables politiques. Et donc, je trouve que vraiment, il a pris un costume qui est vraiment un costume important pour un parti politique comme le Parti socialiste. Mais est-ce que c'est lui qui était à la manœuvre ou c'était Elio Di Rupo? Parce que parfois, on ne comprenait pas très bien le rôle de chacun. Alors, vous savez, dans un parti politique, si vous n'avez pas le président du parti qui vous soutient, vous n'avez pas l'assise du parti politique. Et donc, Paul Magnette a pu le faire parce qu'il y avait un accord total au niveau du Parti socialiste pour le faire. Et l'accord total, il était soutenu par Elio Di Rupo. Et ce qui est bien avec Elio Di Rupo, c'est qu'il n'essaye pas de se tirer la couverture, c'est qu'il dit « Tu es le ministre-président de la région wallonne, il y a le Parlement wallon qui se positionne, vas-y !» et le parti est avec toi. Et donc, moi, je trouve que c'est aussi un fonctionnement démocratique à l'intérieur du parti. Ce n'est pas une lutte de pouvoir entre les uns et les autres. Bianca de Batz, vous n'étiez pas étonné de voir le parti frère, donc le CDH, très très en pointe aussi dans ce dossier-là, tout à fait contre l'avis des autres membres du PPE, d'ailleurs au niveau européen. Ça vous a surpris, cette position de Benoît Lugène? Pas vraiment, parce que comme j'ai expliqué, le fait que nous trouvons à Bruxelles avec des partis dans la majorité qui sont dans les positions dans d'autres gouvernements, le gouvernement fédéral par exemple, je pense que ça a joué. C'était plutôt un jeu opposition-majorité. Je crois que ça a joué. Je voulais juste dire, oui, on a l'impression que ce débat, il est arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe, on ne sait pas comment, par où. C'est pas vrai, ça fait
En tout cas, au niveau du PS, on travaille depuis 2 ans et demi au Parlement européen sur cette question. On travaille avec la société civile et en particulier Michel Sermac, on a beaucoup travaillé en collaboration avec eux. On a mené les manifestations qui sont les manifestations anti-TTIP, anti-CETA. Les choses sont venues progressivement. Elles ne sont pas tombées du ciel. Tout le travail qui a été fait est un travail de backstage, effectivement. Et puis, à un moment, on est prêt à dire... Là, on doit dire non, et on est prêt à le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Sur ce qu'Eliott Di Rupo avait négocié, parce que c'est sous lui que l'accord est arrivé. Je vous dis, c'est pendant oui, 7 ça, ans. la question. Il y a eu Van Rompuy, il y a eu Le Terme, il y a eu Di Rupo, il y a eu Verhofstadt. Ils sont tous passés dans le cadre des négociations. On ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. Je vais vous proposer, exactement. Je vais proposer à tous et à toutes de passer au sujet suivant. Voilà, et on va parler de l'économie, parce que CETA, c'est aussi de l'économie, mais il y a d'autres éléments concernant l'économie, pendant que donc on se bat sur le fond, sur le commerce international, ses limites et autres, l'économie est en train de muter, les banques se digitalisent et Uber essaye de se lancer dans le transport de repas. Reportage Marie Bervens et Marjorie Fellinger sur l'arrivée de Uber Eats dans une partie de Bruxelles. Michael est livreur professionnel depuis 4 ans et demi et depuis quelques jours, il travaille pour Uber Eats. C'est sa 6e course de la journée. Quand il fait froid comme ça, c'est pas un peu dur ? Du tout, non, là, on est bien équipé, donc de ce côté-là, toujours rouler bien léger. Au plus on est emmitouflé, au moins on respire et la transpiration reste. Et donc c'est votre matériel que vous utilisez ? Notre matériel à nous, oui, tout à fait. Certaines sociétés nous donnent certains matériels qu'on doit porter pour porter leur publicité à eux. La Belgique est le 13e pays où se développe Uber Eats. L'entreprise américaine a décidé de commencer son expansion à Bruxelles. Déjà présente sur le marché des services de transport, elle débarque maintenant sur le marché de la livraison de repas et elle voit dans les utilisateurs de son application des clients potentiels. C'est en ligne avec notre expertise. Depuis 6 ans, Uber et notre technologie vous offrent un véhicule avec chauffeur en 5 minutes. Aujourd'hui, on utilise cette même technologie pour vous livrer vos repas préférés en 30 minutes. Alors, c'est dans ce qu'on fait. On connaît aussi très bien Bruxelles. On y est déjà actif depuis 2 ans. Alors, on peut utiliser cette expérience. Un véritable rouleau compresseur américain qui débarque et qui risque de menacer les 4 autres services existants. Actuellement, le leader est le britannique Deliveroo et il ne craint pas du tout cette nouvelle concurrence. On parle depuis des mois, depuis notre dernière levée de fonds justement, de beaucoup d'innovations. On est en train d'y réfléchir énormément. Voilà, je pense qu'une concurrence, ça nous pousse juste à être encore meilleurs. Bruxelles est un peu une ville test pour Uber Eats. Dans les semaines à venir, le service pourrait se développer dans d'autres villes comme Liège ou Gand. Sylvie Losberg. Oui, je suis un peu partagée parce que je pense qu'on a quand même le sentiment, d'une part, que le travail est libéré du contrat, c'est plus des salariés, on est un peu plus libre de faire les choses quand on veut, quand on travaille pour une société comme celle-là. Je pense qu'il y a aussi l'idée que derrière ça, il y a une forme de proximité, de coopération. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ça touche à un secteur qui est quand même majoritairement le secteur des services. Et moi, je pense que le secteur des services doit rester un secteur régulé, ou en tout cas qui doit respecter certaines règles pour protéger la population. Parce que les banques, les taux d'intérêt, je veux dire, on s'engage à long terme, puisqu'il y a maintenant des plateformes de crowdfunding, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour le transport. Il me semble que le vrai problème là-dedans, c'est d'une part qu'on a l'impression qu'on est face à quelque chose de coopératif, alors que c'est géré par des multinationales, donc là il y a vraiment un gap. Et d'autre part, ce qui me fait très peur, c'est le traçage. Le traçage de personnes, parce qu'en réalité, vous payez tout par carte de crédit, donc in fine, vous mangez ça, vous allez là, vous avez été dans telle ville ou dans telle autre, tout ça est conservé dans des bases de données. Et d'autre part, c'est aussi la disparition du cash. Donc au fond, il me semble que ça fragilise la personne, tant dans son intégrité physique, dans sa vie privée, que dans ses moyens. Julie Frère.
Oui, je pense que je rejoins Sylvie sur plusieurs points. Je pense que ce qui me dérange un peu, c'est cet aspect marketing, économie, collaborative, de partage. Qu'est-ce que ces choses-là ont encore réellement à voir avec l'économie collaborative et de partage? Point d'interrogation, vraiment. Par ailleurs, je pense que ce qu'on remarque aussi plutôt au niveau de la numérisation, c'est qu'on a vraiment un train qui est en marche et qui laisse certaines personnes un peu en retrait. On en a beaucoup parlé chez Testachat, quand on voit par rapport aux services bancaires, par exemple, qu'il y a une numérisation de plus en plus importante. Il y a certaines personnes plus âgées qui ont plus de difficultés à gérer ou qui n'ont pas Internet chez elles et qui sont un peu larguées. Et donc, par ailleurs, d'un côté, elles sont larguées et par ailleurs, quand elles veulent effectuer elles-mêmes des opérations manuelles, et bien là, on augmente les frais, etc. Donc, il y a un train qui est vraiment très rapide et qui laisse certaines personnes de côté. Christophe Ginisti, vous partagez ce pessimisme? Ah non, pas du tout, parce que je suis absolument pas d'accord. Ouf, c'est plus moi qui suis pas d'accord. Parce que d'abord, il faut savoir de quoi on parle. On parle absolument pas de l'économie du partage. C'est pas du tout de l'économie du partage. Non, absolument pas. Airbnb, c'est quoi? Airbnb, c'est ça. Laissez-le terminer. Vous n'êtes pas très tolérantes, mesdames. C'est pas la vraie économie. Marcel Sel. Ce n'est pas de l'économie du partage, c'est de l'économie collaborative ou de l'économie distribuée. C'est absolument pas la même chose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre fondamentalement derrière ces sociétés, que ce soit Uber, que ce soit les autres, c'est que, en fait, ce sont des sociétés de technologie. Ce ne sont pas des sociétés de services, ce sont des sociétés de technologie qui ont construit des moteurs fantastiques, des moteurs informatiques fantastiques qui permettent de distribuer facilement n'importe quel type de service. Aujourd'hui, ils livrent des plats à domicile. Hier, ils amenaient des gens d'un endroit à un autre. Et puis, tous les services de la société, absolument tous les services de la société, sont en train de subir ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant que la révolution technologique a pris cette telle ampleur, eh bien, qu'est-ce qui se développe de manière tout à fait naturelle? Ce sont des usages. Et ces usages prennent tout un tas de formes différentes qui nous rendent service, qui sont peut-être des usages d'avenir comme des usages voués à disparaître. Alors Bianca Debat, justement, vous êtes à fond sur cette numérisation. Oui. Vous avez lancé l'Irisbox cette semaine. On fait tout dans l'administration au niveau numérique. Ça ne vous fait pas peur de pousser autant le numérique? Non, parce que je crois vraiment que la transition numérique et aussi de l'économie collaborative, partagée, on ne peut pas la freiner, puisque c'est un développement qui se passe au niveau mondial. Et je ne parle pas pour Uber, parce que là, on peut effectivement en discuter si c'est une économie de partage ou pas. Seulement, je pense qu'il faut encadrer. Et ça, je pense, c'est important. Puisque celui qui croit que Airbnb ou Uber va pouvoir l'arrêter, je pense qu'il se trompe. Mais il faut encadrer. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec le gouvernement bruxellois, puisqu'on constatait que, par exemple, les hôtels étaient très fortement contrôlés, et que celui qui louait des chambres, en particulier, échappait à toute forme de contrôle. Pareil pour Uber. Le secteur des taxis est très fort réglementé. Tiens, à propos de plan taxi, c'est pourquoi? Ah ben voilà, justement, je savais que vous allez me poser la question. Oui, vous êtes au courant, vous? Oui, mais je pense que ça va arriver bientôt. Et donc, mais attendez, on nous dit ça depuis longtemps. Et on dit chaque fois que c'est le PS qui est contre. Ça, il faudra demander à mon collègue, peut-être l'inviter aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est important. Parce que maintenant, c'est vrai que ce genre de société se développe un peu de façon sauvage. Et je pense qu'il faut les encadrer, pas les interdire, mais dire, voilà, ça c'est le cadre dans lequel vous pouvez travailler. Mais je tiens encore à répondre aussi, parce que vous avez effectivement fait allusion au fossé numérique qui s'installe, puisqu'à Bruxelles, on connaît les chiffres. 20% des Bruxellois n'ont pas accès, soit à un ordinateur ou parce qu'ils sont dans une situation précaire. Mais là aussi, on travaille, on développe pas mal de choses. Nous avons presque dans toutes les communes des espaces publics numériques, d'ailleurs à Forêt aussi, où les gens, les personnes âgées, les gens au chômage qui n'ont pas accès, peuvent faire des formations, ont accès gratuit à l'Internet. Et d'ailleurs, si nous avons développé cette semaine à Saint-Josse la 66e hotspot Wi-Fi, c'est aussi justement pour permettre aux gens d'avoir le Wi-Fi gratuit à Bruxelles. Alors, quel est votre avis, Marie-Arena? Vous aussi, vous pensez qu'il y a moyen d'encadrer cette numérisation? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas l'empêcher, cette numérisation. C'est de la nouvelle technologie. Au contraire, je dirais que la nouvelle technologie, elle doit être stimulée. C'est pas pour rien que toutes ces entreprises, elles viennent de la Silicon Valley américaine. Donc, c'est-à-dire que ces phénomènes de recherche et de développement, ils sont là-bas et puis ils occupent des espaces économiques. Et donc, je pense qu'on ne doit pas essayer de faire en sorte que cette numérisation n'ait pas lieu. Au contraire. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est qu'elle n'introduise pas des concurrences déloyales, que ce soit des concurrences déloyales fiscales. Quand
la société Uber ou que ce soit ici des sociétés de plateforme finalement sont des sociétés américaines qui se logent on ne sait dans quel paradis fiscal pour ne pas payer leurs impôts et qu'elles viennent prester un service ici sans payer d'impôts et surtout en ne donnant pas de statut à leurs travailleurs, eh bien on détricote tout. Et donc on doit faire en sorte que ces entreprises soient des entreprises du développement, mais qu'elles payent la même chose que les autres entreprises et qu'elles donnent des contrats de nature protectrice tels que les autres entreprises le donnent. Donc pour moi, ces plateformes, ce sont des entreprises, alors que jusque maintenant, elles essayent d'échapper au statut d'entreprise. Et c'est là qu'on doit aller travailler en tant que politique, c'est de les considérer comme des entreprises et de les faire participer au bien-être de tout le monde comme une entreprise. Tout le monde est d'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. On va passer au sujet suivant, où aussi tout d'un coup tout le monde est d'accord. Figurez-vous, ça s'est passé cette semaine, discrètement, en commission, c'était en commission en Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre Marcourt est venu et il a répondu à une question, il a dit que oui, effectivement, en septembre prochain, il y aurait un examen d'entrée pour les étudiants de médecine et dentisterie. Voilà, alors qu'on était contre idéologiquement depuis des années. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Arena? Pourquoi, tout d'un coup, le ministre Marcourt a accepté qu'il y ait cet examen d'entrée? Vous savez, quand vous avez d'une part un arrêt du Conseil d'État qui vous dit que la mesure que vous avez prise ne peut plus continuer, et que vous avez de l'autre côté une ministre de la Santé fédérale qui vous dit qu'elle ne donnera plus de numéro INAMI aux étudiants médecins, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous croyez que Marcourt a une quelconque place en matière d'idéologie par rapport à ce qu'il doit faire? Il n'a plus d'autre solution. Et donc la seule solution... Donc c'est un chantage alors? C'est effectivement un chantage. On est là avec une situation d'instabilité juridique pour les étudiants. Et vous avez vu, les examens en médecine, c'est pas de la rigolade. Et donc vous avez des étudiants qui passent leur vie à étudier et qui savent pas ce qui va se passer. Et vous avez une ministre fédérale qui dit, écoutez, moi si vous réglez pas le problème, il n'y a plus de numéro INAMI. Et donc de ce côté-là... Mais on ne l'a pas réglé pendant des années. Hein. Alors c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, on a essayé d'apporter des solutions qui étaient des solutions de l'examen après la première pour éviter d'avoir des sélections en fonction de l'école de laquelle vous sortez quand vous êtes en humanité. Et c'était pas mieux. Mais ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui on est là. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement l'examen d'entrée ne va pas régler le problème INAMI parce que l'examen d'entrée ne régule pas en tant que tel. C'est un concours d'entrée qui devrait réguler, c'est-à-dire en fonction du nombre de numéros INAMI. Mais le fédéral donc ça, dit... vous allez l'accepter alors ça. Le problème, c'est que le fédéral dit « Ah, mais nous, nos quotas INAMI ne sont pas des quotas en fonction des besoins, mais des quotas politiques. » Et le Conseil d'État dit « Nous, un quota politique, on ne peut pas l'accepter. » Et donc, il faut que le fédéral fasse aussi son travail en matière de numéros INAMI. Qui a des numéros INAMI? Comment on les octroie? Est-ce qu'on favorise, par exemple... C'est un débat qu'on a déjà eu, ça, Marie-Arena. Oui, mais il faut l'avoir. On ne réglera pas le problème uniquement par l'examen d'entrée. Très bien, mais enfin, il y aura quand même un examen d'entrée. Bianca de Batz, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un examen d'entrée en Flandre depuis des années. Depuis des années, en Flandre, il y a un examen d'entrée pour les médecins depuis 20 ans. Et ça fonctionne bien. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre la résistance, puisque le taux de réussite est très très élevé en Flandre. Nous savons que 80% des étudiants qui effectivement commencent après bien sûr avoir réussi l'examen d'entrée aboutissent, vont jusqu'à la fin. Et donc ça, je pense que ça ne peut que prouver que ça fonctionne et qu'il ne faut pas forcément s'opposer à cette règle. Excepté qu'on vient à nouveau au niveau néerlandophone de dire que cet examen d'entrée va poser un problème par rapport au numéro INAMI. On le dit déjà au niveau flamand également. Et donc, on est devant une situation très, très, très difficile. Marcel Sel, sortons un peu de la technique, je vais embêter Bianca de Batz. C'est en fait surtout le CDNV qui s'est battu pour avoir une différenciation régionale et chacun son pouvoir de son côté. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à la fin, on finit par faire quand même tous chacun la même chose. Ça va être peut-être un peu le même cas à Bruxelles avec les allocations familiales, parce qu'il faudra bien que ce soit un système qui soit à la fois... À quoi ça sert de régionaliser? Alors finalement, est-ce que c'était pas un peu... Est-ce qu'on n'a pas trop régionalisé? Est-ce qu'on ne doit pas finalement se dire c'est plus cohérent quand on a des politiques nationales? Bianca de Batz. Écoutez, maintenant la 6e réforme est là, donc il faut faire de sorte qu'elle fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, je suis convaincue qu'elle fonctionne vraiment bien parce que j'ai des compétences aussi qui ont été transférées à la sécurité routière après la 6e réforme. Mais donc, je suis plutôt contente que la Wallonie s'inspire maintenant du modèle flamand, notamment pour les infirmiers. Mais je pense ce qui permet, parce que pour répondre à votre question, ce qui permet à la 6e réforme d'État, c'est justement de mettre des accents par rapport aux régions.
Et ce que moi, par exemple, je serais fort sensible, c'est que dans la formation universitaire des médecins, c'est que les étudiants soient mieux formés, mieux préparés pour le contexte urbain, par exemple. Parce que régulièrement, je rencontre des médecins qui ne sont pas assez préparés parce qu'il y a, par exemple, des pathologies qu'on ne trouve pas à la campagne. Je pense à tout ce qui est mutilation génitale, le TBC qui n'existe plus en Flandre-Wallonie mais à Bruxelles, oui. Et donc je pense que là aussi un débat à faire, c'est de mieux former les médecins pour le contexte des régions et donc aussi le contexte urbain qui est le Bruxelles. Très bien. Non, régional. on va passer à notre sujet suivant. On ne parlera pas des numéros INAMI régionaux, désolé. Non, c'était une boutade. Oui, on va parler de la vie réelle. Les parkings et leur situation kafkaïenne en région bruxelloise, avec cet exemple de ce forestois assailli de PV indus, un reportage de Martin Collier. 2, 33, 34, 35, 36... Des amendes pour mauvais stationnement, Alexis en a reçu 40 depuis l'année dernière. En 2015, on avait eu une quinzaine de bons de redevance. Puis suite à nos demandes et au fait qu'on attire l'attention sur le problème, il y a eu une solution qui a été trouvée. Mais depuis le mois de juin dernier, on a à nouveau régulièrement des bons de redevance. Et si je compte bien, on est à 24 bons de redevance, donc depuis le mois de juin dernier. Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'il vit avec sa compagne, ici, avenue Brugman, à Forêt, juste à la frontière avec la commune d'Ixelles. Alors on se trouve où ici ? Ici, on est encore à Forêt. Et si on fait un pas de plus, comme on le voit là, on passe à Ixelles. Dès qu'on passe l'immeuble qui est derrière moi, donc qu'on passe de Forêt à Ixelles, les problèmes commencent. Pour les riverains habitant à la limite entre 2 communes, il existe des zones de tolérance. Seulement voilà, les communes choisissent elles-mêmes leur opérateur de contrôle et s'échangent ensuite les bases de données. Une opération qui peut mener à des bugs informatiques. Nous avons solutionné le problème de manière transitoire en encodant la plaque de ces personnes pour qu'on ne puisse plus leur coller une redevance indue et nous cherchons une solution technique sur du plus long terme. En juin dernier, la commune de Forêt est passée à un nouvel opérateur, ce qui a amené de nouveaux dysfonctionnements. Un problème dont on est conscient du côté des autorités. On a effectivement changé d'opérateur il y a 4 mois. Nous avons des contacts réguliers avec le nouvel opérateur et des évaluations sont faites chaque mois. Il y a encore des améliorations à faire. Jusqu'à présent, Alexis n'a dû payer aucune des amendes qu'il a reçues. Du côté de Parking Brussels, l'opérateur de contrôle, une solution a été trouvée cette semaine. Alors comme ça, merveilleusement, la solution est trouvée, mais ça dure depuis 1 an et demi. On a l'impression que ces parkings qui sont réglés au niveau de toutes les communes et pas au niveau régional, pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner cette régionalisation du stationnement, Bianca Debat ? C'est très simple parce qu'il y a une certaine résistance, toujours, de certaines communes, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est Brigitte Kraus, CDNV, dans l'ancienne législature, qui a justement créé l'agence de stationnement pour permettre plus d'uniformité, parce que c'est Kafka. Les prix sont différents. Enfin, on l'a très bien vu dans le film, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de gens qui habitent aux frontières des communes où ça n'avance pas du tout. Et donc cette agence de stationnement est là. Il y a 5 communes, c'est une bonne nouvelle, qui sont rentrées avec le plan de stationnement. 14, oui. Il en manque encore 14. Et ça va trop lent, ça je le partage. Et moi je suis persuadée, mais ça peut-être un autre débat, mais bon, pour alimenter un petit peu la discussion entre nous, qu'il faut renforcer la région, puisqu'effectivement on constate quand même aussi dans ce sujet que les communes ont encore le pouvoir de bloquer des décisions qui ont été prises par la région. Marie-Arena, c'est une maladie souvent, hein, ça, le pouvoir communal, on n'a pas envie de perdre ce pouvoir-là. Déjà, les zones de police, c'était peut-être pas évident quand on les a perdues. Maintenant, on parle même de qui sait d'en faire une seule. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Vous qui voyez ça d'un peu plus loin maintenant au Parlement européen. Je suis forestoise et donc je suis confrontée à la difficulté qui a été rencontrée. Je pense que c'est toujours difficile pour, quel que soit le niveau, de céder une partie de sa souveraineté quelque part. Ici, on est au niveau communal qui dit « je vais céder une partie de mon pouvoir de décision ». Je sais que pas mal de communes ont fait des intercommunales où elles décident de faire des accords entre elles sur les zones qui les concernent. Je sais par exemple que Forêt avait fait un accord avec Saint-Gilles par rapport à ces problématiques de stationnement. Elle devrait sans doute le faire avec Ixelles, mais peut-être que le niveau supérieur, quand on fait des intercommunales, c'est de pouvoir passer aussi au niveau de la région. Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, tout est toujours compliqué dans la mesure où le pouvoir régional étant un pouvoir qui, je dirais, associe de la même manière à 50-50
de la même représentation néerlandophone et francophone, on le sait, parce que c'est un accord politique qui a été fait au niveau de l'État belge, et les communes sont représentées à leur vraie représentation francophone et néerlandophone. Et donc il y a aussi cette réalité-là, politique qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas une banalité. Je pense que ce qui a été fait pour la stabilité de ce pays, de dire Bruxelles est bilingue, tant au niveau de son organisation qu'au niveau de sa représentation, c'est ça la représentation politique de Bruxelles, mais la représentation politique des communes, ce n'est pas ça. Et donc ça va toujours bloquer alors? Non, alors non, je pense qu'il faut travailler sur l'intérêt des citoyens. Mais je trouve que l'équilibre linguistique ne permet quand même pas d'avancer dans l'efficacité de cette région. Donc je n'ai pas justifié la problématique des parkings par l'équilibre linguistique. Je dis que quand on parle de régionalisation, ça veut dire qu'on passe d'un niveau de pouvoir qui ne fait pas partie de cet accord qui est l'accord national. Mais comment est-ce que ça explique, par exemple, bien appeler Marie Arena. J'ai dit quoi? J'ai dit Marie Arena. Posez votre question, Marcel, allez-y. Mais qu'est-ce qui explique quand même, pour toute personne un peu sensée, par exemple, qu'on ait 14 systèmes ou 15 systèmes de parcs-mètres différents? Quel est l'intérêt d'une commune de garder... de garder la main mise là-dessus? Ça n'a rien à voir avec les langues, c'est juste une question de... Dans l'intérêt des citoyens, je pense que les communes doivent se mettre ensemble et trouver un accord pour pouvoir le faire. Je dis tout simplement que quand on parle de régionalisation, donc c'est-à-dire de retirer du pouvoir communal vers le pouvoir régional, on touche à autre chose de l'équilibre belge, tout simplement. Et la Belgique, les équilibres sont fragiles en Belgique. Il ne faut pas les nier. Il faut juste que ce soit plus efficace et uniforme entre les 19 communes. En tout cas, je vois que ce problème de parking, je ne m'attendais pas à un tel débat, mais c'est très intéressant, je trouve. Mais je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, parce que ça fait quelques jours qu'on voit apparaître des publicités politiques. Alors, il y a eu celle du MR bruxellois, et puis il y en a une du PS aujourd'hui, enfin plutôt vendredi et samedi, concernant le CETA et la position du PS. Et je voulais demander à Christophe Ginisty, qui est notre expert en communication, de pouvoir un petit peu commenter ces publicités. Il y a d'abord, là, on voit la publicité que le PS a fait vendredi matin sur sa position sur le nouveau CETA dans les journaux et sur le web. Et il y a aussi une campagne qui est réalisée en télé, en radio, sur le web, qui concerne là le MR, qui attaque le gouvernement Verwoerd. Alors, qu'en pensez-vous, Christophe Ginisty, sur d'abord l'opportunité de ces publicités politiques et leur pertinence? Alors, ce sont deux choses différentes. L'opportunité, effectivement, pour le CETA, évidemment, le PS fait un acte de récupération qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il se sert de ces négociations, de ces accords qui ont été renégociés, pour dire finalement, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous. Et en fait, regardez, grâce à nous, vous avez un monde meilleur. Et tous les dangers qui étaient devant vous, qui risquaient de vous pourrir la vie, ont disparu grâce à nous. Nous sommes très forts. C'est un peu exagéré, même carrément exagéré, quel que soit le fond, parce que c'est vraiment une tentative de préempter exclusivement, quasi exclusivement, le mérite de la négociation. Pour ce qui est de la campagne du MR sur la ville de Bruxelles, là, sur la région bruxelloise. Sur la région bruxelloise, là, c'est de l'attaque en règle. C'est un peu populiste. C'est-à-dire que, en fait, je suis allé visiter le site. Il y a ces slogans qui apparaissent de manière un peu venue de nulle part, qui essayent de faire de l'humour et qui sont une entreprise de destruction systématique de tout ce qui peut se produire à Bruxelles. D'abord, c'est pas très élégant parce que ces messages, ils sont accrochés dans une espèce de référentiel. Graphiquement, on a l'impression qu'ils sont d'une lourdeur, qu'ils sont taillés dans la pierre. C'est pas très élégant, c'est pas très aérien, ça fait pas rêver. Vous l'auriez fait autrement, j'ai bien compris. Et puis, et puis, c'est de la politique par la critique. Et moi, vous savez, je l'ai dit souvent sur ce plateau, ce que j'aime, c'est quand les politiques ont quelque chose de positif à proposer, quelque chose qui fait se rallier les gens. Alors, je ne vais pas demander à nos invités de réagir là-dessus, pas spécialement, parce que c'était pas l'idée. Allez, si vous voulez absolument dire quelque chose. C'est pas très élégant, mais c'est faux aussi, parce que quand je lis qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les chômeurs, c'est faux, puisque je crois qu'ils oublient que depuis 29 mois d'affilée, ils le savent très bien d'ailleurs, je crois, le chômage chez les jeunes diminue. Et le maire n'est pas là pour se défendre. Donc ici, l'idée, c'était surtout de décrypter les pubs. Et vous savez très bien qu'en termes de communication politique, c'est pas parce qu'on dit des choses fausses qu'elles ne sont pas entendues.
Alors, c'est le problème. Alors, attendez, deux questions rapides pour vous deux. Est-ce que d'abord, vous êtes pour ou contre le port de la casquette chez Docs? Alors, vous avez peut-être entendu ça dans le shopping center Docs. On a interdit le port de la casquette pour être sûr, enfin en tout cas la casquette avec la visière devant, on peut le porter avec la visière derrière, pour être sûr de pouvoir reconnaître les gens sur les caméras. Bianca de Batz. En un mot. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment pour des raisons de sécurité qu'il faut reconnaître le visage. Je peux comprendre, mais ça m'a paru un peu bizarre. Mais s'il faut pour la sécurité, bon, on vit dans des temps qu'on vit. Marie-Arena. Moi, je trouve que vraiment, on met tout sur le dos de la sécurité aujourd'hui. Bientôt, je ne sais pas ce qu'on va nous dire. On ne peut pas s'attacher les cheveux parce qu'on ne vous reconnaît pas. Vous voyez, moi, si je fais un chignon, on ne me reconnaîtra pas. C'est pas vrai. Et donc, c'est pas vrai, on vous reconnaît. Et donc je trouve qu'au nom de la sécurité, je trouve qu'on devient vraiment des États qui empêchent toute liberté. Le meilleur moment du week-end et des jours à venir, est-ce que ce sera Halloween ou le passage à l'heure d'hiver? On va gagner une heure. Bianca de Batz? Ça, je ne dois pas réfléchir. C'est le passage à l'heure d'hiver pour pouvoir me reposer 1 heure de plus. Et vous, Marie-Arena, vous aussi. Ah ben, on va passer maintenant au coup de cœur de nos experts. On commence avec Julie Frère qui voulait nous parler d'une action spéciale du BEUC. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est le Bureau européen des unions de consommateurs. C'est l'organisation Coupole qui regroupe toutes les organisations de consommateurs au niveau européen. Et il mène plusieurs actions de sensibilisation. Et ici, c'était toute la semaine une action qui vise à lutter contre le marketing qui est spécifiquement destiné aux enfants et qui vise la nourriture. Alors, on a fait plusieurs actions avec eux et une des revendications par rapport notamment au code de conduite qui a été adopté par les fabricants, c'est de renforcer les règles, de supprimer notamment tous ces jolis petits personnages qu'on voit sur les emballages pour des chips, pour tous des produits qui sont qui ont un profil nutritionnel très bas. Je pense que tous les parents ont déjà expérimenté le supermarché avec leurs enfants qui sont attirés vers tous ces petits personnages, etc. Donc c'est une chouette action qu'ils ont menée et j'en profite aussi pour saluer Monique Goyens, qui est la directrice générale du BEUC et qui a été élue il y a quelques semaines parmi les 10 femmes les plus influentes au niveau européen. Et donc je la félicite en même temps. C'est deux coups de cœur en un. Oui, Christophe, vous vouliez parler de télé française. Oui, singulièrement dit Télé, la chaîne de télé en information qui mène une grève depuis plusieurs jours déjà. Pour deux raisons. D'abord, contre l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini, qui est un animateur pris dans une affaire de corruption de mineurs aggravée, une affaire très grave et très sérieuse, et qui a été maintenu à l'antenne malgré les appels à l'éthique et à la décence des journalistes. Et puis une deuxième raison pour laquelle ils font grève, et peut-être la plus sympathique à mes yeux, c'est qu'ils demandent à leur direction de finalement définir une charte éditoriale. Et il n'y a rien de mieux qu'un journaliste qui a une charte éditoriale, qui sait quel est le projet éditorial de sa chaîne, surtout quand on a une chaîne info. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus légitime et que pour toutes ces raisons-là, je soutiens, en tant que Français, mais en tant qu'amoureux de l'information, iTélé. Bon, chaîne qu'on ne peut pas capter ici, mais enfin, ça dépend. Si, bien sûr, sur les bouquets. Bon, Sylvie Losbert, alors ceux qui veulent peuvent le faire. Sylvie, vous vouliez parler d'une boîte à cadeaux. Oui, alors la fabrique de soie, qui est une petite SBL de Brabant-Wallon, a mis ça au point en 2009. Et il s'agit de créer à partir d'une boîte à chaussures, de manière collective par exemple, une boîte qui devient une boîte à cadeaux. Donc on la décore et on met dedans des objets qui ne sont pas spécialement neufs, mais qui doivent être impeccables, à destination des jeunes. Et des jeunes qui sont précarisés, c'est-à-dire des jeunes qui sont en IPPJ, des enfants détenus, des enfants par exemple de réfugiés. Et donc l'association se charge de renvoyer tout ça dans les endroits où se trouvent ces jeunes. Et je trouve que c'est vraiment une manière aussi d'apprendre aux enfants, aux familles ou aux copains à faire quelque chose ensemble en étant créatifs. Ça doit être ludique et je pense que c'est vraiment une super initiative. Donc KDO, vous tapez sur Internet et vous allez trouver la boîte à cadeaux. Boîte à cadeaux. Et vous, c'est la boîte à Picasso. Voilà, et dès qu'on a fini sa boîte à cadeaux et de travailler pour, on va voir l'exposition Picasso au Beaux-Arts, qui est une exposition des sculptures de Picasso. Il y en a une d'abord au MoMA, célèbre musée new-yorkais. Et donc maintenant, on a, après une très belle exposition que j'avais vue, celle-là, je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai vu quelques photos. Après une très belle exposition sur l'art d'après-guerre, on a ici une exposition sur Picasso. Il ne faut surtout pas rater ça. Bravo au musée, bravo aux Beaux-Arts qui remet l'art à Bruxelles.
Et moi, je voulais vous parler de mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est pour un livre qui favorise l'égalité du genre dans le cinéma. Vous savez que l'égalité du genre dans cette émission, c'est important, mais aussi l'égalité dans le cinéma. Et enfin, on parle des femmes du cinéma d'Hollywood dans la période de l'âge d'or, de 1930 à 1955, avec ce joli livre d'Antoine Cyr chez Actes Sud. Ça s'appelle Hollywood, la cité des femmes, histoire des actrices de l'âge d'or. Et on y parle de Ginger Rogers, de Mae West, de Vivian Leigh, de toutes les actrices de Hitchcock aussi. Et on y parle également, ici, non pas du PS, mais on parle de Marilyn Monroe, d'Esther Williams, de Betty Grable, enfin de toutes ces actrices extraordinaires, et très bien racontées par Antoine Cyr. Et Christophe Ginetti m'a appris tout à l'heure qu'Antoine Cyr venait du monde de la banque, mais qu'il était intéressé par le cinéma. Il avait laissé tomber la banque. Il y a moyen d'avoir une vie après la banque, tant mieux. Est-ce que vous avez un coup de cœur chacune, un petit conseil à nous donner, quelque chose à faire à Bruxelles ou à Forêt, par exemple? Bianca de Bat, ce week-end, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a un magnifique film qui se passe dans le cinéma aventure, Pursuit of Silence, qui montre l'intérêt du silence, même dans un contexte urbain, parce que je suis passionnée par Bruxelles, mais je pense qu'on a tous de temps en temps besoin de se recueillir dans une bibliothèque, un magasin à livres, et je vous le conseille, c'est un petit film indépendant, mais qui est vraiment top. Donc profitez de votre heure du passage d'hiver pour aller au cinéma. Marie-Arena. Et moi, je vous encourage, parce que ces vacances sont parfois un peu grises, à lire un livre qui s'appelle Les Désorientales, qui est une femme iranienne qui vit à Paris et qui raconte l'histoire de l'Iran au travers de son exil. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, je vous encourage à le lire. Les Désorientales, donc un conseil de Marie-Arena. Alors, merci pour vos coups de cœur. Merci aux invités, merci aux experts. Et merci à tous, donc. Et à la semaine prochaine pour une autre émission des experts en fin de semaine de Toussaint. Bon week-end à tous. Au revoir.